Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer en Iran en ce moment. Et les médias du monde entier peinent à suivre la vitesse des événements. En date de cette semaine, en mai 2026, la République islamique n'est pas détruite de l'extérieur. Elle est démantelée de l'intérieur. Pendant que les diplomates s'agitent entre Islamabad et Mascate, Trump est à Palm Beach en train d'examiner une proposition de paix iranienne en 14 points qu'il a déjà qualifiée d'inacceptable. Pendant ce temps, 3 groupes aéronavals américains maintiennent leur position en mer Rouge, en mer d'Arabie et dans l'océan Indien. Mais la vraie guerre se mène dans les corridors de Téhéran. C'est une guerre sans balles, mais avec des conséquences tout aussi dévastatrices. C'est une guerre entre les hommes qui ont été élus et les hommes qui portaient les armes. Et en ce moment, ce sont les hommes armés qui gagnent. Une grave lutte de pouvoir a éclaté dans les plus hautes sphères du régime iranien. Le président Massoud Pezeshkian et le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, se sont unis dans une alliance rare pour exiger le renvoi immédiat du ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Pensez à ce que cette phrase signifie réellement. Les 2 plus hauts responsables civils de la République islamique, un président réformiste et un président du Parlement qui vient lui-même du milieu des gardiens de la Révolution, se tiennent côte à côte contre leur propre ministre des Affaires étrangères. Pas contre l'Amérique, pas contre Israël, mais contre leur propre homme. Quand avez-vous vu cela pour la dernière fois? Quand la République islamique a-t-elle retourné sa puissance de feu la plus désespérée vers l'intérieur? La réponse à cette question est le sujet de toute cette vidéo. Parce que ce qui se déroule actuellement à Téhéran n'est pas un simple remaniement ministériel ni une querelle politique de routine. Selon Iran International, qui cite des sources informées, Araghchi aurait agi au cours des 2 dernières semaines sans informer Pezeshkian, en coordination complète avec le commandant du CGRI Ahmad Vaidi, et entièrement selon ses directives. Le ministre des Affaires étrangères de votre pays, l'homme nommé constitutionnellement pour appliquer la politique étrangère de votre gouvernement élu, a cessé de répondre au président. Il répond à un général. Prenez un instant pour mesurer cela. Le diplomate est devenu le garçon de course du soldat, et le président, l'homme que 70 millions d'Iraniens sont allés élire aux urnes l'an dernier sur une plateforme de réforme et de modération, a découvert la position de négociation nucléaire de son propre pays de la même façon que vous et moi dans les nouvelles. La situation a provoqué une profonde insatisfaction chez Pezeshkian, qui a dit à des proches qu'il renverrait Araghchi si cela continuait. Mais voici l'ironie sombre cachée dans cette phrase. Le fait que Pezeshkian menace de renvoyer quelqu'un suppose qu'il a encore le pouvoir de le faire réellement. Et cette supposition, je vais vous le montrer aujourd'hui, n'est plus aussi certaine qu'avant. Parce que ce que le commandant du CGRI, Ahmad Vaidi, a organisé à Téhéran, c'est pas seulement de l'influence. Selon Iran International, un conseil militaire composé d'officiers supérieurs du CGRI contrôle maintenant l'accès au centre du pouvoir, empêche les rapports gouvernementaux d'atteindre le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, et l'isole de fait du gouvernement élu. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé étape par étape pour que vous compreniez exactement comment cette prise de contrôle militaire de la politique civile a été organisée, parce que cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Lorsque l'aîné Khamenei a été tué le premier jour de la campagne conjointe américano-israélienne à la fin de février 2026, la République islamique est entrée dans un vide de pouvoir auquel elle ne s'était jamais vraiment préparée. Malgré 4 décennies de planification paranoïaque contre exactement ce scénario, l'Assemblée des experts s'est empressée, le 8 mars, d'élire Mojtaba Khamenei, le fils du défunt guide suprême, comme nouveau guide suprême, dans un processus décrit par des observateurs comme opaque et précipité. Des dirigeants civils et du CGRI, issus de la ligne dure, ont insisté pour ce choix par souci d'efficacité en temps de guerre, malgré les références religieuses limitées de Mojtaba, puis sont venus les morts qui ont tout changé. Ali Larijani, considéré comme un partisan pragmatique de la ligne dure, et reconnu comme gérant la gouvernance iranienne et l'effort de guerre en partenariat avec Ghalibaf, a été tué lors d'une frappe israélienne le 17 mars. Sa mort semble avoir placé Ghalibaf de facto à la tête de l'Iran.
Mais même Galibaf, un homme qui commandait des divisions du CGRI avant d'entrer en politique, s'est retrouvé coincé par les généraux qui n'ont jamais quitté l'uniforme. Le 25 mars, Pezeshkan a été forcé de nommer Mohammad Bagher Zolgader, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, après que des commandants du CGRI, en particulier Vaidi, l'ont exigé, malgré les objections de responsables civils. Voilà à quoi ressemble un coup d'État militaire doux à l'époque moderne. Il n'a pas besoin de chars dans les rues de la capitale, il n'a pas besoin de dissoudre le Parlement par décret d'urgence, il exige quelque chose de beaucoup plus chirurgical, contrôler les nominations, contrôler qui a accès au guide suprême, contrôler quelles propositions quittent Téhéran et lesquelles meurent dans le bureau d'un général. Selon des récits de sources familières avec la dynamique interne, une proposition de nomination au poste de ministre du Renseignement a été bloquée après les objections du commandant du CGRI, Ahmad Vaidi, qui aurait insisté pour que les postes sensibles soient pourvus sous supervision militaire. Pezeshkan a tenté de nommer son propre ministre du Renseignement. Vaidi a opposé son veto à chaque candidat. C'est plus de la gouvernance. C'est une occupation de l'intérieur. Et le peuple iranien, les citoyens ordinaires qui regardent les prix de l'électricité exploser et les portes des usines se fermer, ne voient pas un gouvernement répondre à une crise. Ils voient deux gouvernements se battre à l'intérieur d'un seul État brisé, pendant que les lumières s'éteignent et que les salaires cessent d'arriver. La question que je veux que vous gardiez en tête pendant cette vidéo est la suivante. Si le président de l'Iran ne peut pas nommer son propre cabinet, si le président du Parlement iranien ne peut pas diriger sa propre équipe de négociation sans être contredit par un commandant, et si le ministre iranien des Affaires étrangères reçoit ses ordres d'un général plutôt que d'un gouvernement, alors avec qui exactement l'Amérique négocie-t-elle? Qui a signé cette proposition de paix en 14 points que Trump examine actuellement et qu'il juge inacceptable? Et cette signature a-t-elle encore le moindre poids? Maintenant que vous comprenez comment le CGRI a démantelé de l'intérieur la structure du pouvoir civil, concentrons-nous sur la catastrophe diplomatique qui a suivi. Parce que si le portrait politique interne est troublant, le portrait de la politique étrangère iranienne en ce moment n'est rien de moins qu'une démolition contrôlée complète de sa propre position de négociation. Et l'homme au centre de ces décombres est Mohammad Bagher Galibaf, président du Parlement, ancien brigadier général du CGRI et, jusqu'à tout récemment, l'homme que le camp américain avait identifié comme son interlocuteur le plus viable de l'autre côté de la table de négociation. Les dirigeants américains avaient évalué que Galibaf, dont le parcours couvre à la fois le CGRI et les institutions civiles de gouvernance, était bien placé pour négocier et faire respecter tout accord avec les États-Unis. Washington avait conclu que, parmi toutes les figures encore debout dans la structure de pouvoir fracturée de Téhéran, Galibaf était le seul homme ayant assez de crédibilité dans l'armée et assez de pragmatisme dans la vie civile pour conclure réellement une entente. Il était le pont, la seule figure qui comprenait les deux mondes. Et le CGRI a détruit ce pont délibérément, méthodiquement, sans hésitation. Galibaf a été réprimandé pour avoir tenté d'inclure la question nucléaire dans les pourparlers avec Washington, et il a été forcé de démissionner de son poste de chef de l'équipe de négociation iranienne. Relisez bien cela. Le président du Parlement iranien a été puni pour avoir tenté de négocier. Il n'a pas été écarté parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il était prêt à essayer. Les gardiens de la Révolution ont regardé le seul homme capable d'obtenir un compromis et ont décidé que le compromis lui-même était l'ennemi. Ils l'ont sorti de la pièce et ont claqué la porte derrière lui. Un possible remaniement a été évoqué avec le politicien de ligne Dur Saïd Jalili qui pourrait remplacer Galibaf à la tête de l'équipe de négociation. Saïd Jalili, l'homme qui s'est présenté à la présidence sur une plateforme de résistance absolue, l'homme qui a passé sa carrière à soutenir que toute concession à l'Amérique était un suicide national, et c'est lui que le CGRI veut voir assis en face de Steve Witkoff. Le 25 avril, même Trump, devant le manque de nuances politiques, a regardé Téhéran et a dit ouvertement « Je ne sais pas à qui je suis censé parler ».
Quand même, le président le plus transactionnel de l'histoire américaine n'arrive pas à identifier un interlocuteur cohérent de l'autre côté de la table. Vous comprenez toute la profondeur de ce que le CGRI a fait à la machine diplomatique iranienne. Puis est arrivé le 24 avril. Ararchi s'est rendu seul à Islamabad et a remis la proposition de Téhéran qui a ensuite été rejetée par le président américain Trump. Seul. Pas de délégation parlementaire, pas de galibaf, pas de gouvernement civil unifié derrière lui. Seulement, le ministre des Affaires étrangères, opérant sous les ordres d'un général, livrant à des intermédiaires pakistanais une proposition que Washington a rejetée en quelques heures. L'Iran a présenté une réponse en 14 points à la proposition américaine visant à mettre fin au conflit, demandant que toutes les questions soient réglées en 30 jours, plutôt que dans le cadre du cessez-le-feu de 2 mois proposé par les États-Unis. La proposition exigeait la levée du blocus naval, des réparations, la libération des avoirs gelés, le retrait des forces américaines de la région, la fin des combats au Liban et un mécanisme complètement nouveau pour régir le détroit d'Ormuz. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à l'architecture politique derrière cette proposition. Dans la première phase du plan iranien, les États-Unis, l'Iran et Israël signeraient un pacte de non-agression. Ensuite, le détroit d'Ormuz rouvrirait progressivement et les États-Unis lèveraient leur blocus. Dans la deuxième phase, l'Iran recommencerait à enrichir de l'uranium à 3-6% sans destruction de ses infrastructures nucléaires et avec la levée de toutes les sanctions. La troisième phase verrait l'Iran engager un dialogue stratégique avec les États arabes voisins afin de construire un système de sécurité pour l'ensemble du Moyen-Orient. L'Iran demande tout. La levée complète des sanctions, une architecture de sécurité régionale, la préservation de son programme nucléaire et des réparations de la part d'un pays dont l'armée est stationnée à sa porte avec 3 groupes aéronavals. Ce n'est pas une position de négociation. C'est un document maximaliste rédigé par des hommes qui comprennent la logique militaire et rien d'autre. Voilà ce qui arrive quand des généraux rédigent des propositions diplomatiques. Trump a publié sur Truth Social qu'il était difficile d'imaginer que la proposition iranienne puisse être acceptable puisque Téhéran n'avait pas encore payé un prix assez élevé pour ce qu'il aurait fait à l'humanité et au monde au cours des 47 dernières années. Et pourtant, en date d'aujourd'hui, le 3 mai, le cessez-le-feu tient encore techniquement. Le Brent se négocie à plus de 111 $ le baril, soit plus de 46 $ au-dessus des prix d'avant-guerre. Le détroit d'Ormuz, par lequel passe un 5e des exportations mondiales de pétrole et de gaz, demeure le cœur de l'impasse. L'Iran insiste pour que le blocus prenne fin avant la réouverture du détroit. L'Amérique insiste pour que le détroit rouvre avant que des concessions soient faites. Les deux camps sont enfermés dans une impasse circulaire qui n'a aucune sortie sans que l'un des deux cligne des yeux en premier. Le 30 avril, Axios a rapporté que Trump devait être informé de nouveaux plans d'action militaire potentiels en Iran qui pourraient inclure une vague de frappes courtes et puissantes. Donc pendant que les diplomates échangent des propositions par l'intermédiaire du Pakistan, le Pentagone informe le président sur ce à quoi ressemblerait une nouvelle série de frappes. Les deux pistes avancent simultanément. La paix et la guerre se déroulent en parallèle. Et le CGRI, qui a écarté chaque civil susceptible de résoudre l'impasse diplomatique, se retrouve avec une politique étrangère qu'il ne peut pas exécuter et une position militaire qu'il ne peut pas soutenir. Le 27 avril, un groupe de députés alignés avec le politicien de ligne dure Saïd Jalili a refusé de signer une déclaration parlementaire appuyant l'équipe de négociation iranienne, malgré le soutien large de 260 et un autre député. Même au Parlement, où 260 et un représentant élu ont tenté de soutenir leurs propres négociateurs, une faction dure a simplement refusé. Ils n'ont même pas voulu signer une déclaration. Pas une concession, pas un changement de politique, seulement une déclaration de soutien aux personnes chargées de parler. Et ils ont dit non. Voilà à quoi ressemble la fragmentation institutionnelle en temps réel. L'Iran n'a pas un seul gouvernement en difficulté. Il a plusieurs centres de pouvoir concurrents qui se sabotent activement les uns les autres au milieu d'une guerre, pendant que le détroit d'Ormuz reste fermé et que l'économie se vide de son sang heure après heure.
Pendant que la lutte de pouvoir consume la classe politique de Téhéran et que les négociations de paix s'effondrent sous le poids du veto militaire, il existe une troisième dimension à cette crise qui ne reçoit pas assez d'attention dans la couverture occidentale. Elle ne se déroule pas dans les bâtiments du Parlement ni dans les salles de négociation, mais sur les planchers d'usines, dans les marchés alimentaires vides et dans les rues assombries d'un pays dont l'économie est entrée dans ce que le FMI lui-même appelle maintenant une chute libre structurelle. C'est cette dimension qui décidera ultimement si le pari politique du CGRI réussit ou s'il détruit l'État même dont il a pris le contrôle. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays avec des slogans révolutionnaires quand les tablettes sont vides et que les lumières refusent de s'allumer. Laissez-moi vous donner les chiffres, parce que les chiffres ne mentent pas, même lorsque les gouvernements le font. Le FMI a estimé que l'économie iranienne se contractera de 1% en 2026, avec une inflation atteignant 68, 9%. La monnaie iranienne est tombée à environ 1,32 millions de rials pour $1 américain. Avant le début de cette guerre, le rial s'effondrait déjà. Avant le blocus d'Ormuz, l'inflation dépassait déjà 50%. Cette guerre n'a pas créé la crise économique iranienne. Elle l'a fait exploser. Elle a pris un pays qui gérait à peine ses faiblesses structurelles et l'a poussé au bord du précipice. 2 millions d'emplois ont été perdus depuis février, le FMI ne prévoyant aucune reprise en vue avant 2027. 2 millions d'emplois en environ 60 jours. C'est pas un choc économique, c'est une catastrophe sociale comprimée en un seul trimestre. Les nouvelles pressions liées au blocus américain pourraient couper 70% des revenus d'exportation de l'Iran, selon Jason Toovey, économiste en chef adjoint des marchés émergents chez Oxford Economics. Tout le modèle de survie économique de l'Iran au cours de la dernière décennie a été construit autour des exportations de pétrole, du contournement créatif des sanctions et de ce que les analystes appellent poliment le commerce du marché gris, particulièrement avec la Chine. Plus de 90% du commerce annuel de l'Iran passe par le détroit d'Ormuz. Le blocus n'a pas seulement perturbé ce commerce, il lui a complètement fermé la porte et l'a verrouillé de l'extérieur. De hauts responsables économiques iraniens auraient récemment averti Pezeshkian qu'il pourrait falloir plus d'une décennie pour reconstruire l'économie ravagée par la guerre, selon des médias locaux iraniens citant des sources familières avec les délibérations internes. Une décennie. Le président élu, sur des promesses de soulagement économique et d'engagement diplomatique, se fait dire en privé par ses propres conseillers que les dommages infligés à l'infrastructure économique de l'Iran prendront 10 ans à réparer. Et il peut même pas nommer son propre ministre pour commencer ce processus sans qu'un général bloque son choix. Les chocs combinés ont transformé la situation économique en ce que les responsables eux-mêmes décrivent comme une lutte pour la survie, avec des déficits agricoles, un commerce numérique paralysé, des revenus pétroliers disparus, une hyperinflation et un chômage massif qui dessinent le portrait d'une économie déjà en train de se fracturer. L'Iran importe environ le tiers de ses besoins en blé, il importe 90% de son maïs et 50% de son orge. Chacune de ces chaînes d'approvisionnement passe par le détroit d'Ormuz. Bloomberg a rapporté une chute de 40% des importations agricoles en mars seulement, à cause du blocus, une chute de 40% en un mois. Les agriculteurs partout en Iran n'ont pas été payés par le gouvernement pour leur blé. La FAO a enregistré une baisse de 3 millions de tonnes de la production de blé l'an dernier, avec des projections de nouvelles baisses cette année. L'Iran ne fait pas seulement face à une crise énergétique. Il se dirige simultanément vers une crise de sécurité alimentaire et le gouvernement censé gérer cette catastrophe ne la gère pas vraiment. Il est paralysé par une lutte de pouvoir interne pendant que les généraux du CGRI décident qui peut s'asseoir sur quelle chaise. Un siège numérique entre maintenant dans son 64e jour, NetBlocks ayant enregistré plus de 1500 heures de restrictions et de panne d'Internet à l'échelle nationale. La fermeture, d'abord justifiée par les conditions de guerre, a exempté les partisans du régime tout en paralysant les entreprises ordinaires.
Pensez à ce que signifie 64 jours continus de panne d'Internet pour une économie moderne. Chaque transaction numérique perturbée. Chaque petite entreprise coupée de ses communications avec ses chaînes d'approvisionnement. Chaque entrepreneur iranien qui tente de naviguer dans une économie de guerre le fait sans accès à l'outil le plus élémentaire du commerce moderne. Le CGRI justifie cela comme une nécessité de sécurité. En pratique, c'est une arme économique retournée contre le peuple iranien lui-même. Et puis il y a le détroit d'Ormuz, non seulement comme levier de l'Iran sur les marchés pétroliers mondiaux, mais aussi comme le piège que l'Iran s'est construit lui-même. L'Iran aurait perdu la trace de mine qu'il a posée dans le détroit d'Ormuz et serait donc incapable de rouvrir complètement le détroit, même s'il le voulait. Ce seul détail, enfoui dans des rapports de renseignement maritime et à peine couvert par les grands médias, est l'un des faits les plus lourds de conséquences de toute cette crise. L'Iran a miné le détroit comme arme de guerre économique. Et maintenant, ces mines sont devenues une cage. Même un accord de paix, même une entente demain matin, ne pourrait pas rouvrir immédiatement le point d'étranglement énergétique le plus critique du monde, parce que les propres forces navales iraniennes n'ont pas une visibilité complète sur l'emplacement de toutes les mines. L'arme est devenue la prison. Le Brent, en date d'aujourd'hui, se négocie au-dessus de 111 $ le baril. Le détroit d'Ormuz transporte un cinquième des exportations mondiales de pétrole et de gaz. Chaque jour où il reste fermé est un autre jour où l'économie mondiale saigne, et ironiquement, un autre jour où l'Iran perd les revenus pétroliers dont il a besoin pour survivre. Le 29 avril, Ghalibaf, dans un message audio, a accusé les ennemis de chercher l'effondrement interne de l'Iran par le blocus naval, la pression médiatique et l'incitation aux divisions intérieures. Il a appelé à l'unité totale derrière le guide suprême Mojtaba Khamenei. Mais voici la contradiction brutale dans ce message. L'homme qui appelle à l'unité est le même homme qui a été retiré de la table de négociation par les généraux de son propre camp une semaine plus tôt. L'homme qui met en garde contre l'effondrement interne parle depuis l'intérieur d'un gouvernement qui est lui-même le moteur de cet effondrement. Ghalibaf, le pragmatique, l'ancien homme du CGRI qui comprenait que l'Iran avait besoin d'une sortie diplomatique, est maintenant réduit à enregistrer des messages audio appelant à l'unité, pendant que l'institution qu'il a autrefois servi annule chaque décision qu'il tente de prendre. Pezeshkian a averti son cercle rapproché que, selon des évaluations précises, l'économie iranienne ne pourrait plus soutenir une guerre prolongée bien longtemps et qu'un effondrement économique complet était inévitable dans les conditions actuelles. Le président avertit d'un effondrement économique inévitable. Le président du Parlement enregistre des messages sur la fragmentation interne. Le gouverneur de la Banque centrale exhorte le président à poursuivre la paix de toute urgence. Et le CGRI oppose son veto aux nominations ministérielles, contourne les équipes diplomatiques et rédige des propositions de paix maximalistes que même un président qui veut un accord ne peut pas vendre comme réaliste. Voilà à quoi ressemble l'effondrement complet de la cohérence institutionnelle. Pas dramatique, pas cinématographique, seulement un lent dysfonctionnement coordonné et écrasant qui consume l'état de l'intérieur, pendant que 70 millions de personnes voient leurs économies s'évaporer et leurs emplois disparaître. Tout ce que nous avons couvert dans cette vidéo, la prise de contrôle militaire de la gouvernance civile, l'implosion diplomatique à la table de négociation, la chute libre économique qui frappe 90 millions de personnes, tout cela doit être compris sur fond de sang. Parce que le CGRI n'a pas acquis son emprise actuelle sur le système politique iranien simplement parce qu'il était puissant. Il l'a acquise en démontrant, de la façon la plus brutale imaginable, exactement jusqu'où il était prêt à aller pour conserver le pouvoir. Et ce sont les Iraniens qui en ont directement payé le prix en janvier 2026 dans des scènes que le régime a tenté d'enterrer sous un blackout numérique, mais que le monde a fini par voir. Les manifestations iraniennes de 2025 à 2026 ont commencé le 28 décembre 2025 comme des manifestations nationales contre le gouvernement, d'abord déclenchées par l'aggravation de la crise économique, la forte dépréciation du rial, la montée de l'inflation et les pénuries généralisées liées aux sanctions et à la mauvaise gestion gouvernementale.
Elles sont devenues le plus grand soulèvement en Iran depuis la révolution islamique de 1979, se propageant à plus de 200 villes à travers le pays. Ce qui a commencé par des commerçants fermant leurs portes dans les bazars de Téhéran est devenu en quelques jours un séisme politique national avec des Iraniens des 30 et un province réclamant non pas des réformes, non pas des ajustements, non pas un meilleur taux de change, mais la fin de la République islamique elle-même. Les autorités ont mené des massacres de manifestants principalement les 8 et 9 janvier, lorsque le bilan des morts est monté dans les milliers. Janvier 2026 marque la période de répression la plus meurtrière des autorités iraniennes en plusieurs décennies de recherche d'Amnesty International. Je veux que vous restiez un instant avec ces dates. Les 8 et 9 janvier 2026, 2 jours. Lors de manifestations antérieures, comme celle de novembre 2019 ou du soulèvement de 2022, la violence s'était étalée sur des jours ou des semaines. En janvier 2026, toutefois, une part importante des morts est survenue en environ 48 heures. Cette compression de la violence suggère un changement de stratégie de répression, un effort pour briser rapidement la vague de protestation avant qu'elle puisse se consolider. Le CGRI n'a pas augmenté graduellement la pression, il n'a pas averti et attendu, il a choisi la létalité maximale en un minimum de temps comme doctrine stratégique délibérée. Et cela a fonctionné. Le 19 janvier, le régime avait repris le contrôle. Les rues sont devenues silencieuses. Non pas parce que la colère avait disparu, mais parce qu'enterrer des milliers de personnes en 48 heures tend à produire le silence. Les forces de sécurité impliquées dans la répression meurtrière comprenaient le CGRI, y compris ses bataillons du Basij et diverses divisions des forces policières iraniennes, ainsi que des agents en civil. La même institution qui dirige maintenant la politique étrangère de l'Iran oppose son veto aux nominations du cabinet présidentiel, annule les positions de négociation du président du Parlement et dicte les termes des propositions de paix du pays. Et la même institution qui a retourné ses armes contre des civils iraniens dans les rues de Téhéran, d'Ispahan et de Machhad il y a seulement 4 mois. Ce n'est pas une observation abstraite, c'est l'élément de contexte le plus important pour comprendre tout ce qui se passe en Iran en ce moment. Le CGRI n'est pas une force militaire qui s'est déplacée vers la politique. C'est une force politique qui a toujours utilisé la violence militaire comme son principal outil de gouvernance. Et maintenant, en date d'aujourd'hui, le 3 mai 2026, cette institution se retrouve aux commandes d'un État qui manque de temps sur tous les fronts simultanément. Le gouverneur de la Banque centrale iranienne a pressé Pezeshkian de prendre des mesures urgentes pour stabiliser l'économie, notamment en rétablissant l'accès complet à Internet et en recherchant un accord de paix avec les États-Unis. La Banque centrale supplie le président. Le président supplie le CGRI et le CGRI regarde les 3 groupes aéronavals américains stationnés au large de ses côtes et publie des déclarations sur la fermeture du détroit et l'embrasement de la région. Des menaces que tout analyste militaire sérieux comprend comme impossible à exécuter sans déclencher la destruction totale de ce qui reste de l'infrastructure militaire iranienne après les frappes du 28 février. Alors, où cela se termine-t-il ? À quoi ressemble réellement la sortie pour un régime pris dans ce piège ? L'Iran a présenté cette semaine sa proposition de paix en 14 points. Les éléments clés comprenaient une demande de régler toutes les questions et de mettre fin à la guerre en 30 jours. Les autres demandes comprennent des garanties contre toute agression militaire future, le retrait des forces américaines de la périphérie de l'Iran, la fin du blocus naval, la libération des avoirs iraniens gelés, le paiement de réparation et un nouveau mécanisme pour régir le détroit d'Ormuz. Trump l'a examinée et a dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'elle soit acceptable. Il a dit que l'Iran n'avait pas encore payé un prix assez élevé. Il est ensuite monté à bord d'Air Force One et s'est envolé vers Miami. Pendant ce temps, le Pentagone l'a informé des options pour une nouvelle vague de frappes courtes et puissantes. Les 2 pistes sont actives. Les 2 pistes sont réelles. Voici la vérité philosophique sous tout cela. Et je veux que vous y réfléchissiez attentivement. Un État qui ne peut pas se gouverner lui-même ne peut pas négocier pour lui-même. La croyance de Washington selon laquelle il peut conclure un accord avec un modéré iranien masque et peut, être ignore,
la mesure dans laquelle les extrémistes de ligne dure du CGRI et d'autres institutions de sécurité monopolisent maintenant la structure du pouvoir. Pezeshkian s'est présenté à la présidence en promettant des réformes. Il a gagné, il a prêté serment. Il a ensuite été systématiquement dépouillé de tous les leviers significatifs de l'autorité exécutive par les hommes en uniforme. Pezeshkian a explicitement publié sur X qu'en Iran, il n'y a ni radicaux ni modérés, seulement des Iraniens révolutionnaires appelant à une unité de fer de la nation et du gouvernement derrière le guide suprême. Le président réformiste élu par des Iraniens qui espéraient le changement a maintenant annoncé publiquement que le réformisme n'existe plus. Il a abandonné son identité politique devant l'exigence d'unité monolithique du CGRI. Cette réédition vous dit tout sur l'équilibre du pouvoir en Iran en ce moment et elle soulève la question à laquelle personne à Washington, personne à Bruxelles, personne à Pékin ne peut encore répondre avec certitude. L'homme que l'Amérique avait identifié comme le modéré, l'homme que le peuple iranien lui-même avait choisi comme réformiste, déclare maintenant publiquement qu'il ne reste plus de modéré à Téhéran. Alors qui a signé cette proposition en 14 points? Qui parle au nom de l'Iran? Est-ce Pezeshkian, qui ne peut pas nommer son propre cabinet? Est-ce Ghalibaf, qui a été retiré de la table de négociation pour avoir tenté de négocier réellement? Est-ce Arakchi, qui reçoit ses ordres d'un général? Ou est-ce Vahidi lui-même, qui a déclaré un contrôle militaire de guerre sur chaque poste sensible de l'État et qui ne s'est jamais assis une seule fois à une table de négociation devant un émissaire américain? Le désespoir grandissant de 90 millions d'Iraniens finira par déclencher de nouveaux troubles à travers le pays, cette fois plus radicaux et plus indignés que le soulèvement de janvier 2026. La pression ne retombe pas, elle monte. Chaque jour où le blocus tient, chaque jour où les usines restent fermées, chaque jour où le rial perd plus de valeur face au dollar, chaque jour où le blackout internet continue, c'est un jour de plus de colère accumulée qui cherche le moment où elle pourra s'exprimer de nouveau. Le CGRI le sait. C'est précisément pourquoi il double la mise sur le contrôle interne au lieu de desserrer son emprise. Parce qu'au moment où il la desserre, il craint ce qui remplira cet espace. Et la tragédie de l'Iran n'est pas qu'il ait de mauvais dirigeants. C'est que la structure bâtie par le CGRI rend impossible le fonctionnement d'un bon leadership. Les civils se rendent, les diplomates deviennent les mandataires des soldats, le président devient une figure symbolique appelant à économiser l'électricité à la télévision nationale, pendant que les généraux décident qui occupe chaque poste sensible du gouvernement. Voilà à quoi ressemble un État lorsqu'il a été capturé de l'intérieur, non pas par un ennemi étranger, mais par la faction armée qui avait été créée à l'origine pour le protéger. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous comprenez pourquoi cette histoire dépasse les frontières de l'Iran. Le détroit d'Ormuz reste fermé, le pétrole se négocie au-dessus de 100 onces $ le baril, et toute l'architecture de l'approvisionnement énergétique mondial dépend de l'issue d'une lutte de pouvoir entre un président réformiste qui n'a plus le pouvoir et des gardiens de la révolution qui possèdent le pouvoir mais aucune légitimité. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.